Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Fly with Mel, bienvenue Sarah. Merci Mélanie de me recevoir. Alors Sarah qui est hypnothérapeute et qui du coup accompagne toutes les personnes comme femmes, enfants et hommes dans toutes les transitions différentes de leur vie, c'est ça, pour aider à surmonter des blocages ou des douleurs chroniques, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc aujourd'hui on va parler hypnothérapie, on va parler blocage trauma, on va parler douleurs chroniques, on va parler de beaucoup de choses que vous pouvez peut-être surmonter grâce à l'hypnose. Et alors c'est parti. Merci Sarah. Merci Mélanie. Alors j'ai une question pour commencer parce qu'en fait alors je vais prendre mon téléphone avec les petites questions parce que j'ai plein de questions sur ce sujet. L'hypnose, c'est un truc, je pense, qui arrive de plus en plus en France, qui est vachement, je trouve ici en Australie, toutes les médecines un petit peu plus spirituelles, on va dire. C'est pas forcément spirituel, tu sauras me le dire mieux que moi, mais les médecines un petit peu différentes de la médecine traditionnelle que l'on a l'habitude de faire. Et du coup, avec tout ce qui est mesmer, etc., je pense qu'on a une tonne d'idées reçues sur l'hypnose et ce que c'est. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on en parle. Et avant de commencer l'épisode, un petit peu de contexte, c'est que j'ai fait moi-même des séances d'hypnothérapie avec Sarah. Et merci mille fois parce que ça m'a énormément aidée. Alors là, je ne fais pas du tout de pub, c'est pas sponsorisé du tout. Mais ça m'a permis de voir les choses différemment et de mettre le doigt sur des trucs que je pense que j'aurais pas voulu approcher moi-même seule. Donc l'hypnose peut aussi aider là-dessus, en tout cas sur des traumas ou des choses, des émotions qui sont un petit peu enfouies, etc., etc. Mais il y a un truc avec lequel j'ai envie de commencer juste pour lancer le sujet. L'hypnose a-t-elle le pouvoir de nous libérer de comportements addictifs comme la cigarette, la vape, le grignotage, le sucre, etc., etc. L'hypnose marche super bien. Donc déjà, je suis très contente de t'avoir accompagnée Mel, très fière de te voir fleurir comme ça. Tu es magnifique. Merci. Merci, mais toi aussi. Merci. Donc oui, l'hypnose marche très très bien pour tous ces comportements-là parce que on va agir sur un levier. Donc on rentre un petit peu dans la technique, mais en gros, souvent, ce qu'on va faire pour tous ces comportements-là, qui sont des comportements un peu impulsifs, c'est qu'on va aller jouer à la fois sur la peur avec l'hypnose, ce qui est assez rare finalement en hypnose parce qu'on travaille beaucoup avec les ressources la plupart du temps. Mais là, on va aller amplifier les peurs, le pourquoi j'ai envie d'arrêter, me donner plus encore de motivation sur ce que je vais devenir quand je vais arrêter. Donc, je commence à me tourner vers le futur et après, j'ai les ressources pour y arriver. Et comme on va travailler sur les réflexes autonomes et sur l'inconscient, en fait, en très peu de sessions, on y arrive très, très bien. Donc, à casser, entre guillemets, tout ce qui est comportement compulsif, addiction, Exactement. etc. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est plutôt des habitudes, déjà. Donc, il y a beaucoup de choses autour de, par exemple, la cigarette, où on pense qu'on est addict, justement, alors c'est pas vraiment une addiction. C'est une dépendance. Et une habitude très, très, très forte qu'on relie au plaisir. Alors du coup, on va appeler ça une addiction. Mais en fait, une vraie addiction, c'est mon corps me rend malade de pas avoir la chose dans mon corps. Or, la plupart du temps, ce que les gens racontent de les vapes, le sucre, etc., c'est je suis en manque, j'y pense beaucoup, j'ai très envie, j'ai l'image de manger le chocolat, j'y pense, j'ai envie de monter, de trouver dans l'armoire, etc., etc. Mais c'est pas mon corps souffre physiquement de pas avoir la chose. C'est souvent le mental qui intervient. C'est le mental. Ok. Et alors juste, et après on va rentrer encore plus en profondeur, mais est-ce que tu dirais que pour enlever une addiction ou une compulsion, tu remplaces par quelque chose d'autre ou est-ce que c'est juste que tu l'effaces? Alors, il y a plusieurs moyens de le faire. Déjà, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est changer l'ancrage qu'on appelle le lien qu'on crée entre plaisir et la chose. Parce que si je pense que je vais me sentir beaucoup mieux parce que je fume, je vais avoir envie de fumer. Or, très souvent, rien que le fait de sortir dehors, faire ça va beaucoup mieux. Sans la cigarette.
Et c'est pareil pour le sucre, etc., etc. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je dois absolument sortir de cet état d'esprit qui est que ça va me soulager, puis me souvenir que il y a d'autres choses, en fait, qui me soulagent et qui me font que du bien. Et aussi qu'il y a plein de moments dans la vie où je faisais quelque chose qui me faisait pas forcément du bien et j'ai été capable de surmonter et de changer. Donc, je peux le faire. C'est ça. Ça, je pense que c'est un truc super important parce que souvent les gens peuvent dire non mais je peux pas, j'ai besoin d'aide ou je peux pas. Et en fait, quand tu reviens sur des trucs du passé que tu as dû faire de toute façon, tu te rends compte qu'en fait, si tu as la capacité en toi, tu as la force mentale et tu as la possibilité de faire les choses pour t'aider toi-même. Merci beaucoup pour cette petite entrée en hypnose. Mais du coup, avant qu'on parle de tout ça, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur toi. Parce que du coup, Fly with Mel, c'est aussi un podcast qui met en lumière les gens, qui met en lumière du coup l'histoire derrière les personnes que je rencontre. Et j'aimerais bien savoir ce qui se passait pour toi avant l'hypnose. Qui était Sarah avant l'hypnose? Ben, Sarah, avant l'hypnose, c'était il y a longtemps déjà. Il y a au moins 15 ans. Et qu'elle est pas très bien. Donc, j'ai fait beaucoup de chant quand j'étais petite. De chant? De Moi, la je musique? chantais à l'opéra Oh waouh, ok, et je suis tombée sur comme plein de gens, sur un malade mental, d'accord. hem, qui aujourd'hui est devant les tribunaux, donc c'est officiel, hein. Donc là, je ne cache rien. Ok. Et donc je suis restée là-bas de mes 9 ans à mes 19 ans. Donc ça a duré quand même très longtemps, où tu chantes tous les week-ends, toutes les vacances scolaires. Enfin moi, ça prend beaucoup, beaucoup de place dans la vie. Et il sélectionnait des filles qu'il aimait bien et il arrêtait pas de jouer au chat à la souris, de le dire: «Tu as beaucoup de talent, je vais faire de toi une star» et puis après humiliation publique, et cetera, et cetera. Et ça a duré donc très, très longtemps. Et donc pendant l'adolescence, qui est quand même un moment où tu te sens vraiment fragile, vulnérable, et cetera, il en a joué encore plus, à nous mettre en compétition les unes contre les autres, et cetera, et cetera. Jusqu'au jour où je me suis dit: «OK, il faut que j'ai le courage, il faut que je parte». Et en fait, conjonction de facteurs, j'ai perdu ma voix. Waouh. Donc j'avais prévu de m'inscrire pour les conservatoires et tout ça et de faire ma vie dans l'opéra et je pouvais plus parler. Je pouvais même plus parler tellement j'avais dû me taire pendant 10 ans et de mettre ma voix au service de quelqu'un au lieu de le mettre au service de moi. Donc j'allais voir des phoniatres, etc. et ils m'ont dit: «Je suis désolée, c'est dans ta tête». Alors, phoniatre, il faut qu'on m'explique. Ce sont des médecins qui s'occupent de ça. Donc de la Des gorge, en cordes fait, des vocales. cordes vocales. Et Ok. donc ils vont faire plein de radios pour vérifier est-ce que tu as ce qu'on appelle des nodules, donc est-ce que tu as une maladie, est-ce que tu as quelque chose, parce que j'avais jamais fumé de ma vie, j'avais rien de spécial, juste un jour, je suis venue le voir en un dernier concert d'adieu parce que je m'étais dit c'est quand même ma famille, j'ai envie de clore le truc Correctement. propre, etc. Euh, et la fois d'avant, la dernière fois quand j'avais annoncé mon départ, il m'avait pris dans ses bras, il m'avait fait un bisou. Enfin bref, c'était vraiment n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Et j'avais rien dit parce que toute ma famille m'avait dit on ne doit pas partir fâché, ne dis rien, on ne doit pas partir fâché. D'accord. Et donc dans ma tête, malgré la dernière humiliation, dans ma tête, je me disais on ne part pas fâché. Je reviens le voir 6 mois plus tard pour définitivement me dire ça y est, c'est fini. Et là, il me reconnaît pas. Et donc j'ai senti là dans ma gorge. Et donc, me voilà dans ce monde avec plus d'objectifs parce que je savais pas comment faire en fait. Et j'avais jamais rencontré personne qui avait fait de thérapie. Ok. T'avais quel âge à cette époque? J'avais 19 ans et demi. Ok. Et puis, j'ai fait ce que mes parents m'ont demandé. Donc, je suis allée en classe préparatoire, j'ai fait les machins, les écoles, les trucs. Et à 21 ans, mon père est décédé d'un accident. D'accord. Donc, pour fuir la souffrance, je me suis dit, je vais aller voyager. Donc, j'ai vécu 6 mois en Chine, plein d'aventures, tout ça, tout ça. Puis, j'ai rencontré une fille par hasard total dans un restaurant qui s'est avérée devenir une de mes meilleures amies qui m'a invitée en Malaisie. Je suis allée vivre chez elle pendant 6 mois en Malaisie. Waouh. Et quand j'étais là-bas, donc je vivais sur l'île de Bornéo, elle m'avait dit, il n'y a rien à faire, si ce n'est que de rencontrer des gens intéressants. Ok.
Donc, je ne suis pas du tout d'accord. Si vous allez à Bornéo, il y a plein de choses à faire. Ça donne envie, en tout cas. Moi, Mais- j'adore rencontrer des gens intéressants. Ah, ben, il y a des gens donc, super intéressants. Il y a aussi des super forêts, des super randos et plein de trucs magnifiques. Ok. Et aussi des gens très intéressants. Et c'était incroyable parce que j'avais une vie de dingue. Parce que tu vis là, j'avais pas spécialement, je devais faire un stage, mais du coup, j'avais aucune contrainte. Mhm. Et je sentais tous les jours mon cœur qui tombait par terre sur le sol. Et je visualisais tous les jours, il y a le chemin sur lequel je suis en train de marcher et puis le chemin sur lequel j'aurais dû marcher. Ok. Et que chaque jour, j'avais l'impression de m'en éloigner. Oh, wow. Ok. Mais je savais pas comment faire, en fait. Je savais juste pas comment faire. Et donc, parmi les gens extraordinaires que j'ai rencontrés, Mais tu savais ce que tu avais envie de faire quand tu bah, dis que tu t'éloignais je voulais devenir chanteuse, mais en fait, D'accord. je pouvais plus. Et je savais pas Quoi faire comment d'autre faire pour retirer. Quand j'étais petite et que je voyais la petite sirène et on lui arrache sa voix, je me disais toujours, c'est le pire truc qui puisse m'arriver sur cette terre. Waouh. Tu vois, c'est comme si on cassait les jambes des danseuses. Enfin, c'était un truc équivalent, quoi. Et ça m'est arrivé à moi. Et Et du coup, donc, tu dirais que tu avais une voix plus basse? Comment en fait, c'était tellement éraillé Oh, waouh. que, en fait, j'étais passée de 6 octaves, enfin, c'était très large ce que je pouvais chanter, à rien. Waouh. Oh, c'est incroyable. Tu vois, Donc, je savais même pas que oui. Alors, d'accord. tu vois, le pouvoir de la psyché. Ah oui. C'était incroyable. C'est-à-dire, cette nuit-là, j'ai su que c'était fini, Mm. mais t'y crois pas, en fait. Mm. Tu te disais, après-demain, ça va remarcher. C'est pas possible. Et en fait, bah, le temps passe et ça s'arrange pas. Et là-bas, je faisais des cours de chant avec une méthode asiatique, du D'accord. coup, qui avait rien à voir. On faisait des trucs très bizarres avec la voix et tout ça, mais dans l'état d'esprit, justement, de passer par un autre canal. Mhm. Et il me disait toujours, on dirait que t'as 5 ans et que t'es traumatisé. Ton visage, il va pas du tout. Ça ressemble pas du tout à un visage qui, tu vois, qui fleurit, qui est à l'aise. Mais encore une fois, je connaissais pas le chemin. Je savais pas quel pouvait être le chemin. C'est impressionnant. Mais en même temps, t'avais 21 ans, c'est ça? Ouais. C'est encore jeune, tu découvres la vie, tu sais, souvent, on sait même pas encore qui on est à 21 ans, tu vois, on n'est pas sûr de notre identité, de ce qu'on veut faire, on se raccroche à une identité qui est pas forcément la nôtre. Donc, du coup, je Tout à comprends fait. totalement le fait que t'étais perdue. Heureusement que t'avais une meilleure amie pour te raccrocher à quelqu'un, parce que je pense que souvent, tu vis ça seule et c'est pas possible. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour toi après? Ce qui s'est passé, c'est que la conjonction de facteurs, je pense qu'en fait, le fait que mon père décède d'un coup, que j'ai l'impression que voyager va m'aider, alors qu'en fait, ça ne m'aide pas, Mm. que j'ai l'impression de jamais être là, donc c'est ce que ça s'appelle être en dissociation. J'étais vraiment dissociée. Il se passait des trucs de dingue, et en fait, moi, j'étais quelque part, Dissocier de ton flottante, corps. ouais. Donc, en fait, il s'est passé, je pense, un truc qui a changé vraiment du tout au tout ce qui s'est passé. 2 rencontres. Une personne qui m'a dit, Sarah, si t'étais un animal, tu serais quoi? C'est marrant parce que finalement, c'est quelque chose que j'utilise jamais aujourd'hui, mais tu vois. Et je lui dis, bah, devant tout le monde, je suis un taureau de corrida. Mais à l'intérieur de moi, je suis une marmotte terrorisée. Oh, wow. Et là, elle me répond, t'es bonne pour la psychothérapie. Et là, c'était la première fois que quelqu'un prononçait ce mot devant moi. Et je lui dis, c'est quoi la psychothérapie? Et elle m'a dit, bah, il va falloir voir ce qui se passe dedans, hein, mon petit, hein, parce que là, tu vois? Et donc, du coup, il s'est passé ça. Et une autre personne que j'ai rencontrée, tout ça s'est passé dans les mêmes mois et toujours au même endroit. Une nana, pareil, que je croise, tu vois, dans la rue, un truc vraiment hasard total, qui me dit j'ai envie de boire un café avec quelqu'un, qui s'assoit à table avec moi et qui était mais rayonnante. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelqu'un qui était aussi rayonnante. Et elle me dit qu'est-ce que tu fais là? Et je lui dis bah mon père est mort il y a 1 an et puis voilà, enfin je suis là quoi. Et elle me dit cette phrase: aujourd'hui tu te définis comme quelqu'un qui est endeuillé, qui a perdu quelqu'un, mais un jour ce sera ta force. Et tu seras plus Sarah qui largue ici et ça et l'autre. Un jour, tu seras juste Sarah avec toutes tes ressources. Et là, elle me raconte sa vie qui était vraiment, pour moi, 1000 fois pire que la mienne. Et je me disais, mais cette fille est extraordinaire. Cette fille, elle émane du bonheur, de la joie, c'est incroyable. Donc, la conjonction des deux a fait que quand je suis rentrée, je me suis dit, c'est parti, il faut absolument aller faire quelque chose. Alors, j'ai testé plein de thérapies différentes. Et un jour, on m'a parlé de l'hypnose. D'accord. Et
ça a été vraiment une révélation. Une révélation parce que la première fois que j'ai fait de l'hypnose, j'étais pas seule dans un cabinet, en fait. On était dans un groupe, c'était une retraite. Ok. Et devant moi, je voyais des gens qui avaient des blocages, qui avaient 20 ans de blocage. Je voyais des gens qui n'entendaient pas, qui se mettaient à entendre, des trucs que tu as l'impression de voir dans des films. Et moi-même, à chaque fois, je sentais qu'il y avait une pièce de puzzle, tu vois, qu'on remettait, on remettait, on remettait, on remettait. Et je me disais, c'est complètement fou que en si peu de temps, parce que finalement, toutes les thérapies accumulées, ça a dû durer 5 ans, que je puisse réparer des trucs que des gens étaient avec moi dans cette salle, ça faisait 20 ans de psychanalyse. Waouh. Et de sentir que toutes les parties de soi, elles revenaient et elles se reparlaient et il y avait l'espace pour quelque chose d'autre. Donc vraiment, ça, c'était C'est incroyable. Mais est-ce que incroyable. tu penses que du coup, t'as catégorisé l'hypnose comme quelque chose qui va beaucoup plus vite en Ouais. termes de psychanalyse? Ouais. Bah, en fait, ce que j'ai fait, au début, je faisais de la gestalt thérapie, qui est Ok. donc, qui travaille beaucoup sur les émotions et sur le corps. Et où le thérapeute est très impliqué personnellement avec ses propres émotions. Donc, t'as le bon et le moins bon côté, comme pour tout, hein. Mais je sentais que j'étais quelqu'un de très mental et j'avais besoin de relier les deux, en fait. Enfin, je travaille sur mon émotion, mais passer par d'autres biais aussi. Et le fait, alors ça doit être un trait de personnalité qui date d'il y a longtemps, mais je suis très orientée solution D'accord. et résultat. C'est vrai que j'ai du mal à me dire, viens en thérapie, on va voir ce qui se passe, tu m'amènes ce que tu veux, etc., etc. Ça, c'est pas mon truc. Le fait que je découvre qu'il existe des thérapies où en fait le thérapeute, à partir de tous les blocages des gens, trace un chemin. Tu vois, ce que j'appelle moi le treatment plan, tu vois, le plan de traitement. Et en fait, c'est de mon ressort que de venir amener les sujets sur la table et on va les traiter un par un pour arriver à bon port, comme un guide. Ah, ça me parle beaucoup plus, en fait. Et je sens que c'est beaucoup plus rapide parce que, bah, bien sûr, je prends le problème chez les gens. Mais mon travail, c'est qu'à chaque étape, chaque fois que tu m'as vu, chaque fois tu te sens mieux. Chaque fois tu sens qu'il y a un truc qui a été débloqué. Exactement. Ouais. Et parce que tu sens qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui a été débloqué, tu débloques et tu te laisses l'opportunité de débloquer d'autres choses. Donc, c'est vraiment important pour moi. Et aussi, donc déjà que tu puisses voir ces progrès chaque jour, que tu te rendes compte que tu as les ressources et que le plus vite possible tu sois autonome. Parce que quand je voyais, parce que après, évidemment, quand tu commences à rentrer là-dedans, tu rencontres plein de gens qui font des psychothérapies, etc. Et tu as des gens qui te disent, je vais voir mon psy, ça fait 7 ans que je vais voir mon psy, etc. Mais qu'est-ce que tu as à lui raconter pendant 7 ans à ton psy? Moi, je comprends que t'as un moment, tu vois, et t'arrive un truc, tu y retournes, ok. Mais pendant 7 ans, toutes les semaines, mais qu'est-ce que vous vous racontez? Mais je pense qu'il y a des gens pour qui c'est confortable d'avoir une oreille attentive. Tu vois? Exactement. C'est la béquille dans la vie. Exactement. Et ok, je comprends très bien qu'il y a des gens qui aient besoin de la béquille dans la vie. C'est juste que cette béquille, c'est pas moi. Moi, je suis là pour que, à un moment donné, t'aies toute ta toolbox et t'en fais ce que tu veux, t'as tes outils et tu peux le faire. Et en fait, moi, ça m'a rendu du pouvoir de me rendre compte que avec l'hypnose, mais après plein d'autres trucs, parce que t'imagines bien que ce que je voulais après, c'était vraiment arriver à ratisser le plus large possible. Tu parles beaucoup de PNL, donc tu vois, voilà, j'aime beaucoup la PNL. J'aime beaucoup toutes les. En fait, j'ai eu de plus en plus soif, en fait, d'aller chercher les outils à chaque fois, tu vois, relationnels. Quels sont les outils qui marchent le mieux? Les out- les outils par rapport au passé, les outils par rapport à ci. Et en fait, de me dire, j'ai assez moi d'outils pour te transmettre tout pour que tu sois Pour libre que en tu y arrives. fait. Bah oui. Ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que moi je suis en coaching et PNL aussi. C'est pas du tout pareil que l'hypnose, mais
j'ai cette idée aussi que moi, je mets en place des actions chaque semaine avec les personnes que je suis et que j'accompagne. Parce qu'en fait, comme toi, j'ai pas envie que les gens ils viennent juste pour exposer leurs trucs et que je sois une oreille attentive parce que c'est pas moi non plus. J'ai besoin que, oui, c'est comme tu dis, c'est que la personne reparte avec quelque chose, soit travailler sur un truc, soit qu'elle se sente mieux parce qu'il y a un truc qui a été débloqué, un breakthrough, comme on dit. Mais c'est ce côté action et ce côté dire aux gens qu'en fait, ils peuvent s'en sortir. Ils n'ont pas besoin d'avoir leur trauma accroché à leur mollet pour toujours. En fait, on peut régler les choses et les choses peuvent partir et tu peux devenir une personne meilleure et fleurir. Exactement. Et quand tu lis les livres, tu vois, je lisais un livre qui s'appelle Thérapeute hors norme de Jay Haley, qui est un disciple de Milton Erickson. Okay. Tout sort de Milton Erickson de toute façon. Donc lui, il a inventé l'hypnothérapie moderne telle qu'on la pratique aujourd'hui. Et puis après, il y a la PNL et tous les autres. Et en fait, quand tu lis, ce ne sont que des exemples de thérapie de ce qu'il a vécu. Et ce ne sont que des gens qui viennent chez lui désespérés, ils ont vu 50 000 personnes avant, etc. Et systématiquement, en gros, ce qu'il fait, outre de la provocation pour les réveiller un peu, c'est à chaque fois leur montrer qu'en fait, la ressource, elles sont en eux, qu'il ne va rien faire du tout, justement. Et ils se rendent compte que, en fait, si j'ai pu débloquer X, je suis capable, donc tu redonnes le pouvoir à l'autre, exactement comme ce que tu as dit, de débloquer Y, Z, etc., etc. Et donc, du coup, tu leur redonnes du pouvoir. Et aussi, je trouve que ça permet, en tant qu'accompagnant, de ne jamais prendre une position haute, je sais mieux que toi, mais de prendre une position basse. Moi, j'ai l'impression simplement, et là, c'est marrant que je vais dire ça, mais d'être une accoucheuse d'âme, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Une accoucheuse d'âme, et ça tombe bien puisque ça va être en sens. Voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment, tu vois, un jour, tu sais, quand tu réfléchis à quel type de thérapeute t'as envie d'être, et vraiment, c'était vraiment ça que j'avais envie d'être, en fait. Une accoucheuse d'âme. Parce qu'en fait, je suis persuadée que on a chacun d'entre nous tout en nous. Et il y a une lumière qui émane. Et parfois, il y a plein de poussière dessus. Et qu'en fait, le travail de l'accompagnant, c'est aider à dépoussiérer pour juste que ça sorte, quoi. Exactement. C'est tout. Mais je pense qu'il y a aussi dans le travail de l'accompagnant, c'est de valider le fait que tu es capable. Et je pense que ça, c'est un truc que les gens ont besoin d'entendre parfois, parce qu'en fait, peut-être que dans leur enfance, on leur a tellement dit, tu n'es pas capable et tu ne vaux rien, que du coup, ils ont complètement enlevé et éteint cette lumière que tu dis qui est sous la poussière. Et je pense que parfois, c'est aussi juste faire ce chemin vers la thérapie, c'est aussi juste pour valider le fait qu'en fait, oui, tu peux. Tout à fait. Et tu vas y arriver. Et ça va bien se passer. Juste pour revenir à ton histoire par rapport à l'hypnose, du coup, tout ça t'a donné envie de te mettre toi-même à l'hypnothérapie. Tu as retrouvé ta voix comment? Alors, donc ma voix, eh bien déjà, maintenant je chante des trucs différents. D'accord. Je l'ai retrouvée, eh bien, justement par des tas. Donc j'ai fait de l'hypnose, plein de trucs différents, et c'est marrant que tu me demandes ça parce que tout à l'heure on parlait du transgénérationnel. On a parlé de ça avant le podcast, mais on pourra faire une petite aparté là-dessus. En fait, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que ce truc avec la voix, je me suis rendu compte, donc c'était lié à des traumas beaucoup plus petites déjà que ce gars. C'est juste qu'il était venu réveiller un trauma initial. Donc tu vois, c'est intéressant. C'est quand tu es en train d'enquêter pour trouver les trucs, la source du problème. La source. Donc il a fallu que je me libère du trauma lui-même, que je me libère des habitudes, des mauvaises habitudes que j'avais prises pendant des années en chant. Parce que comme j'avais une voix très très large quand j'étais petite, on aurait pu me mettre chez les très aigus, les sopranos, on aurait pu me mettre chez les très très graves. Il n'y a jamais d'enfants très très graves. Donc on m'a mis chez les très très graves. Donc en plus j'ai abîmé ma voix de façon physiologique. Donc il a fallu que je rééduque l'habitude de choses. En fait, quand tu fais de la trompette ou quand tu fais un instrument, tu vois tes doigts. Enfin, c'est plus facile que de faire quelque chose avec l'intérieur de ton corps. Donc, il a fallu que je change ça. Et puis, après, que je m'autorise à chanter des trucs qui soient différents. Et petit à petit, en fait, c'est revenu. Et donc, curieusement, j'ai pas eu le miracle comme j'ai pu voir, par exemple, hop, je me réveille et je chante le lendemain. J'aurais aimé que ça se passe comme ça, mais c'était un petit peu plus lent. Mais cela dit, il est arrivé quand même des trucs incroyables. Donc, par rapport à ce truc sur le transgénérationnel, et je pense que c'est pour ça que ça a été vraiment très long, c'est que dans ma famille,
mon arrière-grand-mère, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle n'avait pas pu parler. Pendant 5 ans, elle avait un accent très fort. Et pour protéger sa propre vie, il a fallu qu'elle se taise. Et donc, tu vois, le lien de cause à effet, c'est si je parle, je meurs. Si on m'entend, je meurs. Si je ne m'exprime pas, je survis. Et ça a été extrêmement, tu vois, j'en ai des frissons libérateurs de voir que cette personne que je ne connais pas, avec qui je ne suis pas en interaction, je n'ai jamais été en interaction avec elle, mais on me l'avait jamais dit, c'est moi qui l'ai senti, qu'il y avait quelque chose qui ne m'appartenait pas, qui était au-delà de moi. Et donc, il a fallu retravailler en hypnose, on parlait des constellations familiales, il a fallu travailler sur ces mémoires d'inconscient à inconscient où moi, j'avais récupéré ça. Alors, est-ce qu'on peut expliquer très brièvement et avec une très grande simplicité les constellations familiales? Comment toi tu l'expliques? Parce que je sais que les gens qui vont nous écouter n'ont jamais entendu ça. Alors déjà, ça part du principe, si on dit avant qu'on dise le déroulé, ça part du principe que et c'est notamment Carl Jung qui l'a développé, mais qu'on a un inconscient collectif et que on a besoin d'appartenir à la grotte archaïque de son clan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai besoin, moi, au présent, de sentir que j'appartiens au clan symbolique de ma famille, des lignées avant moi, etc., etc. Et pour ce faire, je vais me relier d'inconscient à inconscient quand il n'y a pas la parole, quand il n'y a pas les histoires. Parfois, quand il y a les histoires aussi d'ailleurs, mais bon. Aux traumas familiaux, que je les connaisse ou non. Et c'est ça qui est fou. Que je les connaisse ou non. Donc, je vais faire des trucs au présent qui ne sont pas reliés à mon présent, qui sont reliés à des traumas d'autres gens. Et la constellation familiale, il y en a plusieurs. Tu as en gros 3 options possibles. Ce que tu vas faire dans tous les cas, c'est projeter ton inconscient sur quelqu'un ou quelqu'un va se connecter à cet inconscient et va jouer le jeu. Donc, c'est soit, par exemple, une personne va exposer un problème et dire toi tu joues ma mère, toi tu joues mon père, toi tu joues mon machin, etc., etc., etc. Ces personnes-là, elles n'ont pas besoin de te connaître. C'est juste que on est relié par des choses qui nous dépassent. Peut-être t'en as fait, t'as vu que, enfin c'est complètement fou. Et les gens vont incarner malgré eux des comportements, des pensées, des discours. Et ça va permettre de mettre au grand jour des blocages. T'as la possibilité de faire la même chose avec des petites marionnettes, des petites figurines. Oui. Que tu vas bouger, etc. Et tu as aussi la possibilité d'avoir quelqu'un qui est formé pour se connecter à ton inconscient, soit via un objet, soit via quelque chose. Et donc la personne va jouer soit des parties de toi, soit des ancêtres. Et ça peut paraître complètement fou, mais alors complètement fou. Et moi, j'étais la première, je suis très rationnelle à me dire que c'était n'importe quoi. Mais je l'ai expérimenté, donc les 3 options. Et par exemple, un jour, j'ai dû jouer l'enfant intérieur de quelqu'un. Et je n'étais plus moi. J'étais l'enfant intérieur de cette personne. Wow. Et je me sentais extrêmement vide, extrêmement triste, etc., etc. Je disais des trucs qui ne m'appartenaient pas. Et c'était même difficile pour moi de revenir. En fait, j'étais tellement dedans. T'étais guidée par quelqu'un pour le... Non, en fait, la personne te positionne d'une certaine manière et te donne un rôle. Et en fait, c'est comme si comme toi, t'acceptes de jouer le jeu, bah, t'acceptes de recevoir. C'est impressionnant. En fait, et je pense que c'est compliqué de l'expliquer à l'oral comme ça. Moi, j'ai dû regarder des vidéos et en plusieurs pour vraiment comprendre, parce que c'était presque comme un jeu d'échecs à taille humaine avec des humains qui justement jouaient, comme tu dis, ou alors se positionnaient d'une certaine manière. Et je comprenais pas et j'essayais toujours de... Mais en gros, c'est vraiment pour faire ressortir depuis l'inconscient des traumas qui ne t'appartiennent pas, qui peuvent appartenir à d'autres personnes de ta famille, à d'autres générations. Donc c'est un peu transgénérationnel, quoi. Parfois, c'est comme tu dis, c'était ton arrière-grand-mère ou pendant la guerre, et ça peut repartir loin. Et du coup, faire remonter ça à la surface, parce qu'en fait, et là tu me dis si je me trompe, mais en fait les traumas peuvent tomber de génération en génération tant qu'ils ne sont pas guéris. Et souvent, ils peuvent atterrir en toi parce que tu as les ressources nécessaires pour les faire guérir et pour arrêter le schéma de faire tomber ce traumatisme dans tes enfants, etc., etc. Donc, si tu mets le doigt dessus et que tu le guéris, ça ne retombera pas sur tes enfants. Est-ce que c'est ça? C'est comme si t'étais dans un building et qu'il y a quelqu'un tout en haut
qui a la fuite d'eau et qu'en fait tu te retrouves, toi t'es au premier étage et après pour tes descendants qui sont au rez-de-chaussée, bah c'est toi qui vas arrêter la fuite. Et je le vois tous les jours. Wow. Et tu vois, par exemple, j'ai quelqu'un qui est venu me voir pour douleur chronique mais c'est assez rare quand même ce type de personnes qui ont 15 douleurs chroniques différentes. Hein. C'est à un point, peut pas s'asseoir, que debout ou allongé. Donc déjà, t'imagines au quotidien la vie quand même. Donc quand tu dis douleur chronique, tu parles de mal, des douleurs très très très, tu vois, des sciatiques mais puissance 1000, des douleurs au ventre, pas pouvoir manger rien du tout. Enfin, et cette personne, par exemple, on a mis au grand jour les traumas d'enfance, mais il y avait certains trucs qui quand même ça me paraissait beaucoup. Au sens de, il y avait comme un pattern, une répétition en fait. Pas au sens de, il y a pas de jugement sur le trauma ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de problème. C'était au sens de plusieurs répétitions. Je voyais comme des schémas qui se répétaient. Et c'était incroyable parce que quand je lui demande, mais est-ce que tu peux me raconter l'histoire de ta mère, de ta grand-mère et en fait, toutes, elles avaient eu la même chose. Okay. Et elle avait pas du tout fait le lien. Et donc, encore une fois, c'est marrant qu'on parle de ça parce que c'était que des accouchements catastrophiques qui ont plein de conséquences horribles. Et c'était comme ça sur 3 générations. Et elle me dit, mais est-ce que ça veut dire que moi, je peux protéger mon enfant là? Parce que des filles en plus dans le truc. Bah oui, on a le pouvoir de faire quelque chose là. Donc en fait, ce serait peut-être bien de pouvoir, tu vois, arrêter le robinet. Et c'est là que du coup l'hypnose peut intervenir. Ouais. Et que à travers une séance ou plusieurs, enfin ça dépend le plan d'hypnothérapie qui a besoin, tu peux. Comment ça se passe? Tu tapes dans l'inconscient, tu arrêtes justement le robinet. Comment ça se passe exactement? Pour le transgénérationnel lui-même ou par pour exemple? Tout? Bah pour pour tout, je dirais. Mais alors pour le transgénérationnel, ce qu'on va faire, c'est que on va concrètement rentrer en lien avec les ancêtres. C'est pas du tout de l'hypnose spirituelle. Hein. Okay. C'est vraiment concret parce qu'en fait, t'as pas besoin de voir les gens. Tu vas juste imaginer des personnes de ton clan, du coup, et tu vas symboliquement, tu vas leur rendre leur trauma, exactement comme tu ferais sur n'importe quel sujet. Tu vas leur rendre, après on va écrire des lettres au clan, parce que moi je travaille beaucoup avec les lettres, pour leur dire je te rends les traumas, je te rends ci, je te rends ça, et je m'autorise à, et je me libère à, comme d'habitude en fait. Ça marche exactement pareil que si on avait travaillé sur les parents par exemple, ou en hypnose. Donc les hypnoses que j'utilise, c'est soit assis sur chaise ou allongé, où on ferme les yeux, un peu comme on connaît. Soit l'hypnose conversationnelle, qui fonctionne très bien. Donc, on va mettre une personne sur la chaise, et d'ailleurs, on pourrait dire, on met ton arrière-grand-mère sur la chaise. Alors, pour donner un peu une meilleure vision, donc il y a une personne qui vient justement pour faire une séance, elle s'assoit sur un canapé. Ouais. Et il y a une chaise vide en face de cette personne-là, où du coup tu invites une personne de sa famille ou la personne avec qui il y a un problème ou un trauma ou etc. à s'asseoir. Donc spirituel, enfin je sais pas si on dit spirituellement. C'est pas spirituellement, mais c'est qu'en fait ton inconscient, dans ton imagination, tu fais venir cette personne. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que le cerveau il bug. Le cerveau, il anticipe quelque chose de positif ou de négatif et il va te faire vivre une émotion à partir d'images qu'il a créées. Ou à partir de discours qui s'est créé. Pareil dans le passé, il va se mettre à ressasser un truc passé qui n'existe pas, puis il va créer des émotions. Ce qui signifie que la pensée crée une émotion. Bon, à partir de ce moment-là, quand tu te dis j'amène sur la chaise, la personne souvent elle est très surprise. Poum, confusion. Et là tu lui dis on va mettre papa ou maman ou ton frère, ta sœur, etc. sur la chaise. Et il n'y a pas de spiritualité là-dedans, c'est hyper pragmatique en fait, parce que la personne, tu lui dis, en gros, pense à ta mère, elle va voir sa mère. Et donc, elle rentre en auto-hypnose en fait. Et donc, elle va pouvoir sortir tout ce qu'elle a besoin de sortir, etc. Et après, suivant le niveau de trauma, soit je sens que la personne est en capacité d'aller faire la réparation seule et de passer par la chaise et de réparer, etc., etc., donc c'est-à-dire de jouer le rôle ensuite de la personne à qui on en veut, soit c'est pas possible parce que c'est trop douloureux et ça arrive, et à ce moment-là c'est moi qui vais prendre le rôle.
Et c'est moi qui vais faire la réparation affective. Mais en fait, c'est quand on y réfléchit, c'est très pragmatique et ça utilise tous les outils de l'hypnose qui sont simplement une projection mentale qui te génère des émotions et sur lesquelles tu vas influencer avec des suggestions. Après, j'utilise une troisième hypnose qui est issue de la PNL, où on se met en mouvement et on va retourner dans le passé pour changer la perception. Et là, c'est pareil, c'est le fait de sortir et de rentrer de l'hypnose très vite qui confuse le cerveau, qui fait que t'acceptes la transe. Donc, être en transe, c'est rien du tout, hein, c'est juste qu'on émet des fréquences du cerveau un peu plus basses que quand t'es complètement réveillé, entre le sommeil et l'éveil. Mais en fait, c'est un espace où ton cerveau accepte les suggestions. Et c'est aussi, d'ailleurs, quand par exemple, tu as des gens qui ont des crises d'angoisse, ils te disent j'ai une torpeur, etc., ils sont en transe, ils sont en hypnose, ils sont en transe négative. Et là, ils s'envoient, ils se balancent des tas de suggestions négatives, et c'est pour ça que ça marche très très bien, et qu'ils vont encore plus mal, etc., etc. Et donc là, les outils que tu leur donnes, par exemple, c'est pas nécessairement de l'hypnose. Tu leur donnes les outils. Donc, en hypnose, par exemple, on va donner les compétences pour choisir les pensées que tu as envie d'écouter, les sensations que tu as envie d'écouter, etc. Donc là, c'est des vraies compétences que on crée en hypnose. Mais il y a aussi des situations où on se dit, en fait, à un moment donné, je suis rentrée en transe négative telle que, en fait, il faut des outils pour sortir de la torpeur, là. Et donc, c'est le corps, c'est plus l'esprit. Et donc, quand c'est le corps, ça va être changement de température, se secouer, ça va être d'autres trucs bouger son énergie. Exactement, qui sont des trucs corporels reliés à ton instinct primitif. Mais du coup, c'est intéressant. L'amygdala, du coup, c'est ça? Non, exactement, l'amygdale, ouais, exactement. Et en fait, de se dire, en fait, à tous les niveaux, j'ai des ressources, que ce soit des ressources mentales pures si ça existait, où je peux influencer mon émotion, à un niveau émotionnel qui va me servir de véhicule de voyage dans le temps, dans le passé pour réparer, vers le futur pour justement essayer de trouver les ancrages positifs. Et après, j'ai même le corps tout court quand les deux autres ils fonctionnent plus. Ouais. C'est impressionnant. Et de tout ce que tu étais en train de dire, je me revoyais dans nos séances. Ah oui, ça j'ai fait, ça on a fait. Le truc retourner dans le passé, oui, on a fait. Et c'est vrai que ce que tu disais par rapport à la transe, je pense que l'hypnose, pour l'instant, on a beaucoup de vision ou de clichés face à l'hypnose parce qu'on a Mesmer. Je sais pas si tu connais Mesmer. Voilà. Donc, par exemple, tu vois, il te dit, hop, là, je t'endors, tac, je t'endors 1, 2, 3, et là, tu t'endors, tu vois. Ou c'est des trucs où il te fait faire, t'as l'impression qu'il peut te faire faire ce que tu veux. Donc, je sais que quand j'ai parlé de l'hypnose et du fait que je venais faire de l'hypnose avec toi à certaines personnes, on m'a dit, mais qu'est-ce que ça fait peur? En fait, il y a cette association à la peur, bizarrement. Et je pense que c'est aussi parce que la peur que l'hypnothérapeute, peut-être, soit pointe du doigt, se découvre des choses qui sont tellement enfouies dans notre inconscient qu'on n'a peut-être pas envie, tu vois, d'y faire face. Comment tu décrirais, on aurait peut-être dû commencer par ça, mais j'aime bien parce qu'on était à fond dans le sujet, l'hypnothérapie pour toi, comment tu le décris en une phrase? Très simple. L'hypnothérapie, c'est très simple. C'est l'utilisation de cet état de relaxation de relaxation qui autorise les émotions à venir d'ailleurs, pour mettre des suggestions positives dans le corps. En gros. C'est que ça, donc c'est très simple. Le truc de Mesmer, donc moi j'ai fait un spectacle de Mesmer, je sais pas si t'es allé ou t'as vu des vidéos. Non, j'ai vu des vidéos. Donc en fait, quand t'y vas, tout est préparé pour justement faire des transes qui sont très profondes. Déjà, en hypnothérapie, on fait des transes qui sont très légères. Il n'y a pas du tout besoin de rentrer dans des transes profondes pour réparer. Dans le cas de Mesmer, quand tu arrives dans le théâtre de Mesmer, il y a la musique qui est extrêmement forte. Normalement, quand tu rentres dans un théâtre, c'est très calme. Je sais pas si tu as remarqué, mais au contraire, les gens chuchotent. Alors là, c'est exactement l'inverse. T'as la musique super forte, t'as des lumières bleues qui tournent partout comme en boîte de nuit. Donc déjà, t'es confus, c'est pas comme d'habitude. Il y a beaucoup de stimulation extérieure. Et puis, tu viens voir un spectacle d'hypnose. Donc en fait, tu sais très bien que à un moment donné, il va y avoir de l'hypnose. Donc tu t'es conditionné psychologiquement pour soit monter sur scène, soit au moins rentrer en hypnose. Enfin bon, il y a eu plein de suggestions en amont que tu t'es faites. Puis, il fait des tests de ce qu'on appelle suggestibilité. Est-ce que tu vas rentrer en hypnose ou pas? Donc, tout le monde rentre en hypnose, c'est un état naturel. T'es devant ton laptop, t'es super concentré, t'as les gens qui bougent autour. Tu sais que
toi, tu es en train de faire ça, c'est un état naturel. Tout le monde peut rentrer en hypnose. Mais tout le monde n'est pas prêt à lâcher prise autant, dans certains contextes. Donc, lui, il te fait faire, tu sais, l'exercice avec les doigts, où il te dit tes doigts, ils sont bloqués, etc. Et là, t'as beaucoup de gens, dans ce moment-là, qui vont vraiment se conditionner très fort et se dire, il faut que ça marche, parce que j'ai vraiment envie de le vivre, ce truc. Et là, en fonction, donc, il va faire un premier tri. Il va récupérer, il va dire tous ceux pour qui ça n'a pas fonctionné, vous asseyez, etc. Donc toi, ça va te booster ta motivation pour être encore plus, jusqu'à ce que tu montes sur scène. Donc là, tu as un pool de gens qui montent sur scène, qui donc sont les gens qui sont les plus motivés, okay, qui ont le plus envie aussi de rentrer en hypnose et que ça fonctionne, etc. Et tu vois, c'est vraiment une sorte de mindset là. Hein. Dans certains cas, il y a même des cas où il a des assistants dans les coulisses qui vont pré-hypnotiser les gens en coulisses. Oh, waouh! Donc, qui vont leur faire des trucs pour les rassurer aussi. Parce que, mine de rien, c'est rigolo, mais tu vas monter sur scène. Donc, bon. Tu montes sur scène et donc là, il a sélectionné. Encore à ce stade, il écrème encore. Donc, t'imagines, c'est vraiment ceux qui sont vraiment les plus de plus. Et donc là, il va commencer à raconter ses histoires. Et là, effectivement, les gens rentrent dans une transe plus profonde. Okay. Et il leur fait faire des trucs. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai une patiente qui est venue me voir, qui est végane depuis très longtemps et qui vraiment, il n'y a rien sur Terre qui la dégoûte plus que tout que la viande. Et à un moment donné, c'est elle qui m'a raconté, donc elle est montée sur scène, elle a fait le truc jusqu'au bout. Et il lui a dit, vous êtes des hommes de Cro-Magnon et vous mangez du mammouth. Et là, t'as tout le monde qui fait rage comme ça, là. Et là, elle m'a dit, en fait, là, c'était mais complètement contre mes valeurs. Oh, impossible. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Comme dans elle sort de... Eh ben, elle sort de la transe. Elle s'est réveillée et elle a descendu de la scène, c'était fini. Ce qui prouve bien qu'en fait, tu vois, il y a quand même une limite à chaque fois. Il y a un endroit à l'intérieur de toi qui te protège. Donc, quand les gens sortent de scène, et je les ai entendus, j'ai fait ça alors que j'avais pas envie, blablabla. Pour moi, ça ressemblait beaucoup plus à j'ai trop bu, et j'ai l'argument de j'ai trop bu, que vraiment j'avais pas envie. Mais avec un petit bémol quand même. Par exemple, dans les spectacles de Mesmer, il fait revivre des accouchements. Typiquement, on se reparle des accouchements. Je travaille beaucoup avec les femmes et je me suis quand même dit que c'était quand même assez dingue qu'ils s'autorisent à faire vivre ça aux gens sans connaître leur histoire et que tu peux avoir des accouchements qui sont très traumatiques, par exemple, et te retrouver avec une nana pour qui ça se passe très, 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 très mal, cette scène. Et là, tu fais comment, en fait? Est-ce qu'il va pouvoir réparer devant tout le monde? Peut-être que oui. Et peut-être qu'il le ferait. Mais, en l'occurrence, il y a des scènes pour faire du bise. Donc, il fait revivre des accouchements, c'est ça? Oui, donc en fait, il dit tout le monde accouche par terre, etc., tout le monde crie, etc. Ouais. Mais c'est juste qu'en fait, moi, ça m'a posé surtout des questions éthiques, en fait. Bien sûr. Parce que je me suis dit, en fait, moi, les gens qui viennent me voir, donc c'est pas spectaculaire, ils font pas les chickens, etc., et il se passe rien du tout. Mais moi, mon objectif, c'est pas d'animer la galerie. Moi, mon objectif, c'est que la personne elle soit réparée. Donc, est-ce que toi, tu vas leur recréer un trauma? Qu'est-ce que tu vas faire, en fait? Je n'en sais rien, j'ai pas la réponse. Mais j'aurais espéré qu'ils fassent passer des questionnaires aux gens, par exemple, pour leur demander est-ce que tu as un trauma quelconque. J'en sais rien. Moi, j'ai pas reçu de questionnaire. Mais ce que je veux te dire, c'est que l'hypnose de spectacle n'a rien à voir avec l'hypnose en cabinet et que il y a la possibilité aussi, d'ailleurs, de faire de l'hypnose de spectacle éthique. Tu vois, de juste faire tomber la personne, elle devient toute dure, on la soulève. C'est juste qu'en fait, l'hypnose permet un lâcher-prise que ne permet pas peut-être d'autres pratiques, tu vois. Mais finalement, quand tu penses à toutes les formes d'art-thérapie, ce sont des formes d'hypnose. Quand tu penses au tambour, par exemple, tu sais, le chamanisme et tout ça, et même ceux où tu manges des trucs bizarres, mais en gros, le but de l'histoire, c'est juste de lâcher prise, en fait. Bien sûr. Et parce que tu lâches prise, t'as des trucs qui peuvent émerger. Après, par exemple, on m'a souvent dit, mais est-ce que tu peux me recréer un souvenir de toute pièce? Non, ou bien n'importe quel thérapeute. Et c'est surtout ça qui est important de comprendre, c'est à partir du moment où tu vas voir un thérapeute, t'es face à un humain, avec ses forces et ses faiblesses. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie que
comme t'es le thérapeute, t'en as qui prennent des positions hautes dont on parlait tout à l'heure et qui peuvent dire ah mais ce que vous dites là, ça me fait penser à l'inceste. Il ne serait pas arrivé nanana quand vous aviez 5 ans. Ça doit être de l'amnésie, ouais, etc., etc. Et ça c'est pas du tout relié à l'hypnose. C'est relié à un thérapeute de mauvaise foi. 100%. Alors je souligne 1500 fois le truc et je suis tellement d'accord avec ça. Et oui. Et donc du coup, quand on me dit est-ce que tu peux me créer un souvenir? Non. Mais alors, qu'est-ce que tu veux dire par créer un souvenir? C'est-à-dire changer un souvenir qui était négatif pour le transformer en positif ou créer un truc dont on ne se rappelle pas? Créer un truc dont on ne se rappelle pas. On ne peut pas utiliser un truc dont on se rappelle pas. Non. Par exemple, ça m'arrive régulièrement donc, dans la vie, il nous arrive des millions d'événements. Ouais. Toi, tu vas mettre tes lunettes, tu vas repérer, tu vas te souvenir que de cela. Moi, mon travail, c'est que tu te rappelles des bons souvenirs. Pas que tu te rappelles des mauvais. Oui. Si les mauvais, tu les as virés, eh ben, c'est tant mieux. Mais très souvent, quand les gens ont vécu un trauma, à minima, le corps le sait. Oui. Donc, moi, je leur dis, on va se connecter au désagréable du corps pour retrouver. Mais donc, le souvenir revient tout seul. C'est la personne qui fait émerger le truc qui est connecté à la chose désagréable. Voilà, mais c'est ça, du coup, c'est que on ne crée pas un souvenir de toute pièce, mais on peut faire remonter au conscient ce qui était enfoui dans l'inconscient. C'est ça? Oui, tout à fait. Mais en fait, ne va remonter au conscient que ce qui doit remonter. Oui, voilà. On peut rien faire qui soit contre la volonté du patient. Et ça, c'est vraiment important de se rendre compte que, en tout cas, cette pratique-là, c'est quand elle est pratiquée de manière déontologique, mais bon, ça paraît peut-être évident, mais en fait, on utilise ce qui est là. Juste ce qui est là. Et donc, c'est, même si moi, j'ai la volonté de guérir des choses, j'ai la volonté de guérir avec ce que tu m'amènes. Jamais de la vie, déjà, je vais te dire que quelque chose que tu dis correspond à je ne sais quoi. Et ensuite, si les choses ne doivent pas remonter, c'est soit parce qu'il y a un autre chemin pour y aller, et donc ça sert à rien, soit parce que c'est pas le moment. Et donc, du coup, juste, tu vois? C'est ça aussi. Et peut-être que tu as besoin de progresser sur ce chemin-là pour pouvoir accéder à ce chemin-là. Et donc, de faire confiance toujours, et c'est mon motto, aux ressources de la personne. La personne sait. Même quand elle pense qu'elle ne sait rien. C'est ça. Et le cerveau protège aussi, jusqu'à ce qu'il se sente, ok, je peux sortir les trucs. En général, quand on enfouit des traumas et qu'on les oublie, c'est parce que le cerveau ou l'amygdale protège d'une certaine manière et du coup enlève ça de toi. Et après, peut-être qu'un jour, avec le travail que tu fais sur toi, tu fais ressortir ça et parce que tu sais que tu peux enfin t'apaiser dessus et travailler et guérir cette blessure-là. Exactement, parce que tu te sens en sécurité, tu te sens accueilli. C'est ça. Est-ce que je suis curieuse de savoir si tu as une petite anecdote de quelque chose que tu aurais permis de guérir ou je sais pas une anecdote avec un patient, une patiente, quelque chose que tu peux partager. J'en ai plein. J'essaie de penser, tu veux par rapport au trauma ou par rapport aux douleurs ou Trauma peut-être, ouais. Mais en euh, même temps trauma et douleur c'est un peu lié, non? En général si tu as une douleur c'est parce que c'est lié à Alors, ça peut, ouais. tout à fait, mais c'est marrant parce qu'on se parlait dans la fertilité, par exemple. Oui. On se parlait de la fertilité. Ce truc de la fertilité, c'est terrible parce que, on se disait tout à l'heure, les femmes, elles sont des corps. Et on passe leur temps à les picouser, machin, enfin bon, bref. Et tu te rends compte, quand tu discutes avec ces femmes, que toujours, 100% des cas, c'est croyances limitantes par rapport à la maternité, maman qui a pas été à la hauteur, ou bien trauma des grands-mères, des machins avec des accouchements pas possibles, ou bien des maternités pas possibles, etc. Et tu vois, j'ai eu des gens qui essayaient pendant très longtemps. On a réglé le truc maman sur la chaise, là. La semaine d'après, enceinte. Waouh. Après, tu peux dire que c'est le hasard, mais c'est juste que quand c'est répété, c'est quand même curieux. Ou bien endométriose de malade, vraiment, j'ai trop mal, etc. Tu commences à régler trauma 1, trauma 2, trauma 3. C'est pas qu'elles n'ont plus d'endométriose, mais c'est qu'elles ont beaucoup moins mal. Ou bien elles tombent enceintes, ou bien, tu vois, ou bien des personnes qui viennent me voir, j'arrive pas à trouver quelqu'un, je suis au fond du seau, etc., etc. On règle le problème avec papa, boum, la semaine d'après, elle a trouvé quelqu'un, tu vois. Et c'est tout le temps des trucs comme ça, parce qu'en fait, et aussi, on se rend compte que le trauma, quand toi t'es dedans, ça te paraît
tellement énorme. Il y a que ça que tu vois. Alors qu'en fait, ta capacité à surmonter, tu te dis en 1 heure, tu l'as réglé. Ça faisait 15 ans que tu étais en train de te débattre avec. Et tu vois, par exemple, j'ai eu une patiente qui est venue pour un deuil non fait, de vraiment long cours, quoi, plusieurs années, X années de psychothérapie, machin, etc. Là, on est allé visiter le parent qui était décédé pour lui dire adieu, le laisser partir. Dans l'hypnose, du coup. Dans l'hypnose. Alors là, t'emmènes quand même ceinture bretelle parce que si le deuil n'est pas fait, t'as besoin d'emmener des gardiens, des mentors, des machins, des ressources. Tu cultives beaucoup de ressources. Tu vois, moi, je fais toujours en douceur, en fait, parce que ça sert à rien d'y aller comme ça en force. Donc, et cette personne, je me souviens très bien. Il y avait ce jour-là et le lendemain. Il y avait le jour d'après, quoi. Le jour d'après, c'était le début de la nouvelle vie. Et c'est incroyable de voir, en fait, à quel point à quel point les gens se déclenchent des choses tout seuls, liées au trauma. Tu vois, quelqu'un qui a par exemple, une dame qui est venue parce qu'elle avait des acouphènes au point de plus rien entendre. Tous les médecins qui lui disent, je suis désolée, tu n'as rien. Et en une séance, déjà, elle les perçoit à peine, ces acouphènes. Deuxième séance, on se rend compte d'où ça vient. C'est qu'il y a une nouvelle horrible qui lui est arrivée un jour. Et donc, depuis. Et en plus, très intéressant parce que tu vois, j'ai étudié la médecine chinoise à un moment donné. Et les oreilles, c'est la même tête qu'un rein. Qu'un rein? Ouais. Oh, wow. Et en fait, les Chinois, ils relient chaque organe à des sens. D'accord. Et à des émotions d'ailleurs. Donc, par exemple, le rein, c'est le deuil. Et donc, c'est vrai que c'est relié à l'oreille. T'as plein de gens qui ont des problèmes de rein, qui ont des problèmes d'équilibre d'oreille interne, par exemple, tu vois. Oh, c'est super intéressant. Et c'est quoi les autres sens? Alors, t'as le foie, c'est l'œil. Ok. Et c'est la colère. Ouais. Le poumon. Alors, pardonne-moi, le rein, c'est la tristesse. Le poumon, c'est le deuil. Et c'est relié à la peau. Donc, tu vois, par exemple, les gens qui ont de l'eczéma et tout, c'est pas mal juste d'en discuter au moins. Ça te fait une grille de lecture. C'est intéressant. T'es pas obligé d'y croire. Oui, toi, oui, mais ça te fait juste une grille de lecture. C'est super intéressant. Ouais. Je peux pas tous te les faire parce que j'ai un trou, mais en gros, tu vois, c'est relié à une émotion qui est elle-même reliée à un sens. Ok. Et c'était fou cette histoire d'acouphène parce que c'était relié à un enfant qui avait un problème de rein. Enfin, c'était fou de voir les liens et de voir que quand ça me donne chaud tout ça. Ouais, moi j'ai des frissons là, c'est incroyable. Mais en fait, la personne, tu lui dis simplement quelle est ton histoire. Tu vois, sans lui dire, le pointer du doigt, ou bien lui dire, je vais te proposer une grille de lecture de la médecine chinoise, tu me dis si ça te parle ou si ça te parle pas. Tac, tac, relié au rein. Et c'est dingue, mon enfant, l'histoire, c'est que justement, on m'annonçait qu'il a un problème de rein, bon bref. Et donc, tu vois que ça amène des liens pour les gens, et après, tu construis une hypnose à partir de ça. 100%. Et toujours en partant toujours de la ressource de l'autre, sans lui créer rien du tout. Et alors, pour la petite anecdote, par rapport aux séances qu'on a faites ensemble, tu m'as aussi permis de mettre le doigt sur un truc dont je me serais pas forcément rendu compte, donc transgénérationnel. Je sais qu'on avait parlé du coup de moi, le côté que parfois je m'auto-sabote aussi, et ça je sais que ça arrive à beaucoup de monde, et je me rendais pas toujours compte pourquoi, et notamment dans ma relation amoureuse, donc aussi parce qu'il y a eu des traumas derrière, relation avec mon père, etc., etc. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je me souviens que tu m'as demandé comment avait vécu ma mère. Et je n'avais pas compris, j'étais confuse. Et ensuite, comment avait vécu ma grand-mère, dans quel contexte, et romantiquement parlant aussi. Et en fait, on s'était rendu compte que le schéma était similaire pour ma grand-mère et pour ma mère en termes d'amour, mais aussi financier, le côté un peu mode de survie, le côté un peu faire attention, etc., etc. Et du coup, qui m'était retombé moi dessus. Et que moi, je me retrouvais dans une vie où je suis trop bien et je suis contente, mais j'ai quand même parfois, je m'auto-sabote sur certains projets, sur certains sujets. Et en fait, le fait qu'on ait fait le lien ensemble, ça m'a aujourd'hui, je te le dis, aujourd'hui au quotidien, souvent quand je sens que je m'auto-sabote ou que je pense un truc, je m'arrête et je me dis attends, ça ne t'appartient pas, tu vois. C'est pas toi, tu peux changer, tu vois, c'est pas parce que mamie et maman ont vécu ça que toi tu as besoin de le vivre aussi au quotidien, tu peux l'arrêter. Et en fait, je trouve ça super intéressant tu vois, c'est même pas que de l'hypnose, c'est aussi l'accompagnement que tu fais à côté de mettre en lumière, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, tu mets la lumière sur des trucs, de mettre en lumière des trucs dont on se rend pas forcément compte, et je trouve ça super beau en fait, super fort.
Ah, je suis très, très émue, je dois Ça dire. Mais c'est Non, vrai, c'est parce vrai. que Moi aussi, là, ça c'est... m'émeut un peu, mais ouais, c'est vrai. Je Oui. pense que, comme tu disais, tu vas pas amener un truc et dire, ah bah, tu penses ça parce que c'est ça, mais c'est pointer du doigt et appuyer sur des boutons, en fait, et tu vois, c'est faire ton petit micmac pour ensuite faire des liens qu'on ne fait pas forcément. Et je pense que c'est difficile, et c'est pour ça que moi, je prône tout le temps l'accompagnement extérieur, parce que je pense que parfois, faire le travail seul, c'est possible. Tu peux lire des livres, tu peux écouter des podcasts, tu peux voir des gens, tu peux être inspiré. Je pense que oui. Mais je pense que le travail ne sera pas forcément fait en profondeur, parce que quand on est seul, on va pas forcément sur des sentiers qui nous font peur, qui sont pas confortables. Alors qu'une personne extérieure peut pointer du doigt des trucs et t'emmener en douceur vers des endroits et des mettre en lumière des choses que tu n'aurais pas forcément mis en lumière, ou en tout cas pas aussi rapidement. Et c'est ce que tu disais aussi avec l'hypnose, c'est que parfois tu peux régler en une séance ou en quelques séances des trucs assez vite. Donc très fort. Très fort. On adore. J'adore. Et j'adore que tu aies réussi à faire tien. Tu vois, t'as tiré la conclusion, on a compris ça, mais qu'après, toi, t'arrives à faire tienne toute la toolbox. Ça, c'est vraiment, moi, c'est ce qui m'émeut le plus, parce que je me dis, tu vois, la lumière, je l'ai vue tout de suite. Et moi, j'étais juste là pour venir avec toi allumer la lumière dans la grotte, c'est tout. J'adore. Et non, elle est là. Et voilà, quoi, tu vois. Et de voir que tu voles de tes propres ailes et que t'es en mesure d'avoir ce recul sur les situations, et moi, je me dis, mais c'est merveilleux. J'adore. Mais je pense que ça rejoint aussi ton côté éthique, et je pense que c'est pour ça, là on sort un petit peu du sujet, mais c'est l'idée de toi, t'as envie d'aider une personne pour que la personne n'ait pas besoin de revenir, en tout cas pas sur ce sujet-là. Comparé à, et j'ai pas envie d'aller trop loin et de comparer trop, parce que je connais pas assez psychothérapie, psychologie et toutes tous les accompagnements différents, mais parfois, c'est ce qu'on disait, parfois c'est l'envie d'avoir juste une oreille attentive, donc du coup tu reviens pendant 15 ans, mais est-ce que le trauma est vraiment réglé? On ne sait pas. Ou est-ce que, enfin tu vois, j'aime beaucoup cette idée que via l'hypnose, tu peux avoir cet aspect régler les choses. Voilà. Régler les choses, tout simplement. C'est pas une question de rapidité, même si oui, ça, on va pas se mentir, hein. Je pense que tu mets en lumière des trucs beaucoup plus vite, mais c'est plus, ouais, tu sais que tu y vas et que tu y vas parce que tu veux régler les choses, tu veux faire face à des trucs et tu règles les trucs. Et ça, c'est important de le dire, parce que je sais qu'il y a aussi des gens qui sont confortables dans leurs problèmes, dans leur victimisation, et qui veulent y rester aussi. Et du coup, c'est là où l'hypnose n'est peut-être pas forcément quelque chose qui pourra aider. En tout cas, c'est pas avec moi. Voilà. Voilà, c'est dit, tout simplement. En fait, c'est juste que on part aussi du principe, et ça aussi Milton Erickson le disait beaucoup, c'est les gens sont des experts de leurs problèmes. Ils ont un PhD en leurs problèmes. Après, c'est deux choses l'une, hein. Soit tu le gardes, soit t'as envie d'en sortir. Mais envie d'en sortir, ça signifie oser. Et j'avais un prof qui disait, c'est comme si tu joues au tennis et tu passes ton temps à envoyer la balle toujours au même endroit, et il faut oser l'envoyer juste à côté. Et par exemple, de se raconter la même histoire 50 milliards de fois en psychanalyse ou en je sais pas quoi, en fait, justement, on est en train d'étaler le PhD en machin, l'expertise. Et c'est pour ça que dès que la personne arrive, moi, je dis tout de suite, OK, j'ai compris ton problème. Voilà, donc tu vois, je te le dis, c'est ça ton problème? Oui, OK, super. Maintenant, on passe à la solution. Imagine, il est réglé le problème. Et en fait, c'est dingue parce que tu vois, même par exemple, et c'est là où j'étais le plus choquée, t'as quelqu'un qui vient, par exemple, parce qu'elle est endeuillée. Le deuil, c'est une situation qui est quand même particulière parce que la personne ne reviendra jamais. Hein, là, on peut régler tout ce qu'on veut. Là, ce qu'on doit faire, c'est accompagner un chemin qu'un chemin contraint et forcé, où tu sais que t'es obligé de passer par la douleur, que de toute façon, même avec l'hypnose, même si la douleur va être moins longue, je dirais même plus rapide, plus douce, t'es obligé d'y passer. Mais la personne te dit, mais elle reviendra jamais. Et donc, je serai jamais bien. OK. Et là, typiquement, tu vois, et c'est pas l'hypnose spirituelle, c'est exactement ce qu'on disait la chaise. Viens, reviens maintenant. Elle est là avec nous, là. Alors là, tu vois, comme t'es déjà en transe négative, on swap sur une... Et, en fait, je me sentirais... Comment tu te sentirais? Je me sentirais soulagée, je me sentirais comme ci, je me sentirais comme ça, je me sentirais... Et la personne, elle le vit vraiment, parce qu'elle te raconte. Donc, c'est là. Donc, la lumière, elle est juste là, juste là. Et rien qu'en faisant ça, et c'est ça que je trouve dingue avec l'hypnose, c'est qu'avec le pouvoir du mental, tu commences tout petit peu à ouvrir le sentier. Tu vois, c'est juste là. Donc en fait, moi, mon travail, c'est de te donner la main
pour que t'ailles vers cette lumière qui est juste à côté, même dans ce cas où elle viendra jamais. Alors, t'as des cas, bien sûr, aussi plus faciles que d'autres. Oui, ouais. Évidemment. Mais si toi, tu le fais avec beaucoup d'amour et d'affectivité et d'empathie et en douceur et en comprenant que c'est très, très dur pour la personne, en fait, la personne, elle peut. Tu fais le travail du thérapeute, qui est le travail général d'accueil de toute cette souffrance, cette douleur, etc., etc. Mais aussi, tu donnes la main et tu te rends compte que même dans une situation qui paraît désespérée, même si, encore une fois, je mâche mes mots, il y a des situations qui sont plus désespérées que d'autres, suivant la personne que tu perds, eh ben, la personne, elle peut vivre avec, elle peut. Et toi, ton travail en tant que thérapeute, c'est d'avoir confiance qu'elle peut. Et c'est aussi ça, tu sais, quand on se dit la lumière, etc., j'ai vu la lumière, c'est que moi, je suis persuadée, et en fait, enfin, on me le prouve toute la journée, tous les jours, que on déborde de ressources, mais qu'on n'a même pas idée, en fait, de la capacité de résilience que l'on a, de ressources, d'être capable de rebondir, et qu'en fait, juste notre travail, c'est juste prendre la main pour y aller ensemble. Ouais, c'est exactement ça. De confirmer que tu as les ressources nécessaires et tout le monde a le pouvoir et tout le monde a possibilité de se sortir des choses. J'adore. Et j'allais juste te demander rapidement, est-ce que comment ça se passe cet effet de réceptivité à l'hypnose? Parce que tu sais, on dit toujours il faut que tu peux être réceptif ou moins réceptif. C'est quoi exactement? Ça vient d'où? Alors, t'as des personnes qui lâchent prise plus facilement que d'autres. Okay. Le lâcher prise. Le lâcher prise. Mais le lâcher prise au sens de, t'as des personnes qui sont plus dans le contrôle et pour qui sont très en maîtrise dans leur vie, etc. et pour qui ça paraît très dur de suivre l'histoire de quelqu'un. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va passer par plusieurs chemins. Soit on commence par passer par ce chemin qu'on disait, on rentre, on sort de la transe, etc. Parce que du coup, t'expérimentes l'hypnose sans même t'en rendre compte. Donc, t'as vu les progrès. Donc, du coup, tu fais beaucoup plus confiance à cette personne qui vient de t'aider, en fait. Option 1. Option 2, c'est de faire des hypnoses, de commencer par des hypnoses qui sont très calmes, très douces, qui focusent beaucoup sur le positif, où on va aller travailler principalement avec des souvenirs qui existent déjà, etc., etc. Donc, c'est très sécure, en fait. Après, moi, ce que je fais toujours, c'est que, par exemple, j'amène jamais une métaphore sans en parler avant. Okay. Typiquement, je vais jamais t'emmener dans l'océan sans être sûr que t'as pas peur de l'eau. Enfin, pour moi, ça n'a pas trop de sens. Je vais jamais préempter sur toi que la métaphore X, tu vois, par exemple, les trains, et je l'ai expérimenté moi-même. Moi, les trains, pour moi, c'est pas la vie. C'est pas la vie, désolée. Tu veux me parler d'un chemin de la vie, tu veux me parler d'un petit chemin en forêt, si t'as envie, mais encore que c'est parce que c'est mon histoire, hein, ça se trouve, je détesterais les forêts. Hein. Oui. Et tu vois, un jour, un prof, il a fait une démo sur moi, justement, il me dit le train de la vie qui t'emmène, je sais pas quoi. Et en fait, moi, mais impossible de lâcher prise. Moi, j'ai mon alerte rouge, c'est impossible. Et ça m'a vraiment, je suis hyper contente d'avoir expérimenté ça parce que ça m'a vraiment permis, justement, de me dire jamais de la vie, je vais préempter une métaphore sur quelqu'un. Je vais lui demander, pour toi, le chemin de la vie, c'est quoi? Donc, c'est un autre moyen. Et le troisième moyen de trick, les gens qui sont vraiment comme ça dans le contrôle, c'est de leur raconter plein de trucs. Ouais. Et en fait, ils en peuvent plus. Et j'ai fait des tests sur des gens qui vraiment m'ont dit, j'ai essayé plein de fois, ça n'a jamais marché. Et juste, en fait, ils en peuvent plus, quoi. Et du coup, ils lâchent prise. Et lâchent. Et j'ai eu un cas une fois de quelqu'un qui a eu ce qu'on appelle une abréaction. Donc, ça veut dire que son corps a réagi. Wow. Et ça arrive très, très, très rarement. Parce que souvent, je mets ceinture bretelle. Mais bon, là, cette fois-ci, c'était une des premières fois où on faisait de l'hypnose comme ça, assise, après avoir fait de nombreuses sessions comme ça, en mouvement et tout ça. Mais vraiment, elle était terrorisée. Elle me répétait, je suis terrorisée. Et je disais, oui, mais en fait, on est passé par plein de chemins. Et pour ce truc-là spécifique, vraiment, je pense qu'il faut quand même qu'on essaye. Et si vraiment ça va pas, on fera un autre moyen. Et la réaction qu'elle a eue, c'est qu'elle s'est réveillée. Elle m'a dit, je vais vomir. Wow. Et ok. Si tu veux vomir, viens, on se lève, on y va ensemble. Elle s'est pas du tout levée. Je lui ai dit, prends une grande inspiration, etc. Les vagues s'apaisent. On finit le truc. Rentre chez elle, problème est résolu. Waouh. Donc, tu vois,
Et cette nana, je me souviens très bien, elle était venue parce que justement, elle avait des tas de sujets. On avait plein de sujets. Tous les sujets à ce jour sont réglés. Mais réglés, ça fait 10 ans déjà. Donc en fait, tu vois, je me dis, parfois, faut oser et dire à la personne, si tu as une réaction, je suis là, nous sommes ensemble. Ouais. Tu la rassures et puis comme ça, elle peut essayer de lâcher prise un petit peu plus. Exactement. Même si tu prends vraiment, moi, je prends vraiment des précautions et mon objectif, c'est que tu passes un bon moment, qu'on règle les trucs sans avoir à être très frontaux. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de mérite, par exemple, à la thérapie provocatrice, mais je pense qu'il faut être excellé dans cette manière de faire parce que justement, c'est aussi des moyens, tu sais, pour sortir les gens de leur confort, de j'aime mon problème. Mais je pense que ça va pas à tout le monde. Ça va pas à tout le monde et il faut le manier très bien et je pense que ça marche beaucoup mieux quand c'est des symboles, par exemple. Tu vois, par exemple, là où j'avais appris, j'avais une prof qui mettait des boulets aux pieds des gens ou qui les enfermait dans des prisons symboliques. Et ça, j'aimais beaucoup. Parce qu'en fait, tu vois, les gens avaient besoin parfois de passer, dans ces histoires de retraite-là, 7 heures dans la prison symbolique sans manger pour comprendre que c'était un paravent et qu'ils pouvaient sortir. Oh, waouh. Ça, c'est pour voir à quel point t'es dans ton truc, quoi, 100%, tu vois. 100%, ouais. Et mais c'est pas pareil de dire ça que, par exemple, un autre qui un jour m'a dit, en plus un thérapeute, hein, ton père c'est un connard, ou sur un ton très agressif, tu vois. Et en fait, moi je me suis juste dit, en fait, enfin, ça sert à quoi? Pourquoi tu me dis ça? En plus, il est mort, donc en fait, moi je dois régler le problème de la relation pendant qu'il est vivant, plus le deuil. Et puis toi, tu me dis ça, donc en fait, ce que tu vas faire, c'est créer de la résistance chez moi. Tu vois, ce jour-là, ça aurait été beaucoup plus efficace de mettre mon père sur la chaise, quoi, tu vois. Ouais. Je pense que ça doit dépendre des sujets aussi. Et c'est super dur ce que tu racontes. C'est un problème. C'est de la provocation, mais la provocation mal faite. Parce qu'en fait, c'est toi, quand tu vas faire de la provocation, il faut que tu te dises, mais en fait, je veux obtenir quoi? Je veux obtenir un sursaut. Souvent, c'est ça. Ok. Mais alors, est-ce que tu le fais en respect de ton client? Ou de ton patient, tu vois? Mais peut-être que ça dépend aussi des sujets. Tu vois, un sujet sensible comme le deuil d'un parent. Enfin, je veux dire, ça dépend aussi c'est du common sense, mais bon, ça dépend. Je regarde l'heure. On va devoir wrap up parce que tu as des clients qui arrivent après pour faire de l'hypnose. J'ai 2 questions pour toi et si on arrive à le faire rapidement. La première, c'est du coup, merci d'avoir partagé toute ton histoire et le cheminement vers l'hypnothérapie et ce que tu fais aujourd'hui. Comment toi, ça t'a aidé dans ton développement personnel à toi, à part du coup retrouver la voix, j'imagine. Aujourd'hui, au jour le jour, comment ça t'aide personnellement? Ça m'aide pour plein de trucs. Ça m'aide déjà de me rappeler en permanence que moi-même j'ai des ressources. Au maximum de ce que je peux d'être tournée solution. De me dire que s'il y a une énorme vague qui m'arrive, je suis capable de surmonter, bien que parfois les vagues peuvent être plus grandes que les autres, mais tu vois, de me dire, la peur n'évite pas le danger. Surtout quand tu as des enfants, la peur n'évite pas le danger, il faut vraiment s'en rappeler. Où est-ce qu'on peut te trouver pour travailler avec toi? Alors, on peut me trouver donc à partir de mon site internet, par exemple. Soit on peut venir me voir ici, en cabinet, à Randwick, Sydney. Soit je fais en ligne. Donc, si on est en France, ça va être tôt le matin ou tard le soir. Sinon, j'ai créé des programmes en ligne, donc sur la digestion, puisque paraît-il que c'est le plus efficace d'après l'American Medical Association. Ok, de faire de l'hypnose pour avoir une meilleure digestion. Ouais, pour côlon irritable et tout ça. Aussi, il faut que ça puisse paraître. Là, je suis en train de créer un programme pour l'endométriose. Ok. Qui va apparaître dans quelques jours, là, quelques semaines. Et tout ça, ce sera en ligne sur ton site internet? Ce sera sur mon site internet. Okay. Mais j'imagine que tu vas mettre les liens en dessous. Tout à fait. Je vais mettre tous les liens dans la description. Comme ça, vous pouvez retrouver Sarah, du coup, en français ou en anglais, à Sydney ou en ligne pour la France. Ouais. Est-ce que tu as une dernière citation à partager? Une dernière chose? Il y a une citation de Marianne Williamson que j'aime beaucoup. Qui fait de la psychothérapie spirituelle, mais je trouve que c'est pas spirituel du tout ce qu'elle dit là spécifiquement. Mais qui a changé ma vie, c'est s'autoriser à éclairer le monde, autorise les autres. S'autoriser à éclairer le monde, autorise les autres. Donc, autorise les autres à être soi, à partager leur lumière. Et ça veut dire qu'il y a de l'espace pour tout le monde, que les ressources intérieures, elles sont infinies pour tout le monde et que
Et une autre, tu vois, ça me permet de rajouter un truc nouveau. C'est un autre truc qui me porte beaucoup, c'est que dans la grotte, quand il fait tout noir, il suffit d'allumer une bougie pour avoir la lumière. J'aime beaucoup. Et ça, j'y crois vraiment beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. Oui, parce tout le monde est unique à sa façon. Merci mille fois d'avoir partagé tout ça. C'était un super échange. Merci à toi. À très bientôt dans le podcast Play with Mel et je vous invite à vraiment retrouver Sarah si vous avez envie de tenter l'expérience et de guérir pas mal de choses ou en tout cas de vous développer personnellement. Merci encore Sarah. Merci à toi Mel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. Vous pouvez également me donner un énorme coup de pouce en vous abonnant à ma chaîne ou en laissant un commentaire sous ce podcast. Je suis super ouverte au retour et ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir vos feedbacks. Ça me permettra d'améliorer cette chaîne et de faire grandir encore plus ce podcast au maximum. Et puis si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur mon travail, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram Fly with Mel. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.